À sa naissance, Héro était le 13e fils de la famille royale. L'un des 13 fils du roi, lorsqu'il ouvrit les yeux, une femme bienveillante le contemplait. Héro se demanda s'il s'agissait de sa mère ou d'une simple servante. Mais avant qu'il ne puisse comprendre, un vieil homme barbu, qui n'était autre que son père et le roi, s'approcha de lui. Le roi le scruta de la tête aux pieds et déclara, « Il ressemble trait pour trait à sa mère. » Sa mère, rougissante, répondit aussitôt, « Non, non. Ses yeux et son front sont exactement les mêmes que ceux du roi. » Héro comprit alors qu'il pouvait lire ses attributs. Mais il ne comprenait toujours rien. Soudain, une courtisane apparut. Elle le prit sur ses genoux et dit au roi, « Sa magie est faite d'eau pure. » Le roi, fou de joie, déclara qu'une fois adulte, Héro hériterait des terres des royaumes du Sud, où vivaient la plupart des clans des majestueux de l'eau. Il y régnerait avec justice. Puis, la courtisane lui demanda d'examiner ses attributs. Dès que les statistiques furent révélées, Kota tout entière se tut. Même le roi n'en croyait pas ses yeux. Quelqu'un s'écria, « C'est un miracle. » Les autres éclatèrent de rire. Le héros, furieux, vérifia ses statistiques et découvrit qu'il était un majestueux de l'eau de rang SS. À la naissance, un tel rang était inouï. 6 années passèrent. Le héros était devenu un jeune homme en pleine santé. Il apprit peu à peu l'existence du royaume de Kamsa, où régnait son père. La pays régnait depuis des décennies. Aucune guerre n'y avait éclaté. Le peuple vénérait le roi, et ses fils étaient également très respectés par les habitants et les familles nobles. Mais Hiro ne s'intéressait pas à la politique car, au cours des 6 dernières années, il avait découvert quelque chose d'unique en lui. Il possédait un don particulier, inconnu de tous, il pouvait absorber l'expérience de ses slokadanais. Plus il avait de servantes, plus il devenait fort, et contrairement aux autres, il n'avait pas de limite de niveau. Hiro pouvait atteindre le rang illimité et devenir le mage le plus puissant de la planète. Ses servantes lui étaient entièrement dévouées. Elles discutaient entre elles de la maturité d'Hiro, qui, même à 6 ans, se comportait comme un adulte. Il se rendit à la salle à manger pour prendre un petit déjeuner matinal. Il pensait que ses capacités étaient limitées par son âge. Mais s'il continuait à s'entraîner, il progresserait rapidement et surpasserait même ses frères aînés. Soudain, une ravissante servante entra et annonça, « Le prince héritier et le duc de Sussex sont venus vous accueillir. » Hiro termina rapidement son petit déjeuner. Il ne fallait pas faire attendre le prince héritier, même s'il s'agissait de son frère. Il entra dans la chambre d'amis, s'agenouilla et dit, « Bienvenue, prince héritier Albert et duc de Sussex Henri. » Albert le regarda attentivement et demanda, « Où étiez-vous passé ?» Henri répondit chaleureusement, « Noaora. Une brillante carrière. » Albert dit, « Vous serez un jour chancelier de la reine. » Puis il ajouta, « Je vous ai apporté un cadeau. » Il frappa dans ses mains. Un serviteur apeuré apporta un petit coq d'où s'échappait lentement une aura mystérieuse. Héro était perplexe. Quel étrange présent pouvait-il bien être? Alberta demanda au serviteur d'ouvrir le coq. Ce dernier s'exécuta avec une grande crainte. Aussitôt ouvert, l'aura des morts et des mourants envahit la pièce. Héro se sentit mal. Il perçut l'odeur émanant du coq et se demanda de quoi il s'agissait. Alberta dit, « Soulevez-les, voyez ce que ça fait. » Héro n'avait aucune envie de le soulever. Mais il ne pouvait refuser un présent du prince royal. Il le souleva lentement. Il était bien trop gros pour son petit corps. Albert s'écria, « Je savais que tu le ferais. » Puis il ajouta, « Il a été créé pour le labyrinthe de Swadwater. Son nom est Alcyon. » Plus de 120 personnes avaient déjà tenté de le soulever, mais personne n'avait pu s'échapper. Héro prit peur et Swad faillit tomber. Henri dit, « Ne t'inquiète pas. C'est tellement étrange que si Swad ne t'avait pas accepté, tu serais mort rien qu'en le touchant. » Puis les 2 frères se levèrent et partirent. Le héros s'inclina et salua, pensant, « Ce prince héritier méprisable, qui est mon propre frère, m'a-t-il insulté de la sorte sans raison? Si j'avais répondu, ma tête aurait fini sur la pique. »
Le soir, en préparant le lit, le héros remarqua une servante très tendue. Il lui demanda « Est-ce qu'elle va bien ?» Gio hésita d'abord, mais comme le héros insistait, elle s'agenouilla et dit « J'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin d'un jour de congé. Il y a une inondation dans mon village. Tout a été emporté. Ma famille a faim. Je vais me prostituer pour gagner de l'argent. » Le héros dit « Attends, tu es ma servante personnelle. Je ne peux pas m'absenter aussi longtemps. Amène ta mère au domaine. Je lui donnerai un emploi de gardienne de machine translate. » C'est fait. Je n'avais jamais entendu parler d'un tel poste. Et le salaire est si élevé. Héros dit « Ne t'inquiète pas », puis il ajouta. Il y a une maison vacante dans le quartier de Westport, chez le couple. Tu peux y vivre avec ta mère. Les yeux de Joy s'emplirent de larmes. À ce moment-là, le majordome, Cudlen, arriva et demanda « Avez-vous besoin de quelque chose ?» Héros demanda « Étiez-vous au courant des inondations dans la ville natale de Joy ?» Cudlen répondit « Achetez autant de terrain que possible là-bas. » Cudlen dit « C'est un mauvais investissement. » Héros dit « Nous devons protéger les gens. Sinon, les Kowloon s'empareront des terres et commenceront à les squatter. » Cudlen était choqué. Héros demanda « Que se passait-il ?» Cudlen dit « Tu agis comme un homme expérimenté à un si jeune âge. » Je n'ai jamais rien vécu de tel, Héros pensa « J'ai vu beaucoup de destruction dans les films précédents, mais je ne peux en parler à personne. » De Clan déclara « D'après mes calculs, le terrain entier coûtera environ 70 millions. » Zoé était stupéfaite. Même ce héros savait que c'était une somme colossale. Il gagnait 80 000 roupies par an en loyer. Il disposait de 50 millions d'impôts et de dons de ses frères. Pourtant, il lui manquait 20 millions. Il conseilla à Declan de vendre le terrain au sud de la capitale. Declan fut abasourdi. Son père le lui avait légué. Le vendre serait trop traditionnel. Le héros dit « Ne t'inquiète pas. Je parlerai à son père plus tard. » Puis il ajouta « C'est le devoir des nobles de se sacrifier pour leur sujet, et celui qui devient un noble seigneur est aimé du peuple. Cela te sera utile à l'avenir. » Declan s'inclina et dit « Je m'occupe de tout. » Le lendemain matin, le héros se préparait à inspecter la zone inondée avec ses suivantes. Soudain, le capitaine Henry appela. Le héros accourut, présenta son visa et demanda pourquoi il était en retard. Henry dit « Pas de problème, où vas-tu » Héros répondit « La région de Daza est complètement inondée. Je vais y acheter un terrain et évaluer les dégâts. » Henry aperçut le soda Léviathan et lui demanda s'il comptait l'utiliser. Héros répondit « Je l'ai juste gardé un moment. Je n'ai encore rien vu. » Henry le prit à part et dit « Je me doutais bien que l'Alberta était soudainement jalouse. Après enquête, j'ai découvert que cette truie a sa propre volonté. Cette truie est la propriétaire de Trumaster. » Héros se souvint de la grotte ou d'autres. Personne n'était morte. Il comprit que c'était comme un chien des marais. Il allait devoir mériter sa propriété. Henry dit « Fais attention. Ne l'utilise qu'en cas d'absolue nécessité. Je suis gravement handicapé. Ça te tuera, comme ça a tué des centaines d'autres personnes. » Héros partit alors pour Daza. En arrivant, il fut choqué par la destruction. Declan lui conseilla d'aller au bureau du gouvernement le plus proche et de se renseigner sur le titre de propriété. Puis il alla à l'université avec Joe. Il vit des gens boire du lait distribué par le gouvernement dans des coquilles rudimentaires. Un peu amusé, il vit sa joie s'évanouir dès qu'il goûta au porridge. Comment une chose pareille était-elle possible? Il s'apprêtait à se plaindre au fonctionnaire local lorsque le seigneur Galilée arriva pour une inspection. Héros pensa qu'il allait enfin agir contre ce lait immonde. Mais Galana se pinça le nez et déclara que c'était un farceur. Les cuisiniers étaient ravis. Le chef annonça que le repas était prêt au palais. Galana se précipita aussitôt pour le test. Héros n'hésita pas. Il s'avança et lança « Galana, colonel corrompu, espèce de salaud.
Celui avec le petit pénis. L'ego. De Galana s'évanouit et il dégaina son épée. Héros appela aussitôt qu'elle avait éteint. Il espérait que l'épée le tuerait. L'épée s'abattit. D'abord, il crut qu'elle allait obéir, mais soudain, elle se rebella. Héros commença à envier l'aura du puissant Synasté. Pourtant, Héros ne recula pas. Finalement, il terrassa l'épée. L'épée légendaire était désormais sienne. Gal n'eut aucune chance. Héros para. L'attaque. Puis il déclara, la punition pour avoir trompé les locaux lors d'une catastrophe est la mort. Un coup sec lui trancha le crâne. L'assistance fut stupéfaite. Les gardes l'encerclèrent. Héros aurait été tué, mais il se jeta au sol. Un profond cratère se forma. La rosée y coulait. Le chevalier Rohan, le nouveau intendant, arriva. Il reconnut Héros et s'agenouilla. Tous le saluèrent. Héros dit, avant toute chose, un bon repas s'impose. Rohan demanda à manger et se mit au travail. Quelques jours plus tard, Héros fut rappelé par son capitaine. Il s'attendait à une réprimande, mais le roi prit les choses en main. Il vérifia ensuite ses statistiques. Il avait progressé. Le roi dit, « Merci. J'ai besoin de votre aide pour gouverner mon royaume. » Il resta capitaine quelques jours. C'était le cœur du royaume, l'endroit le plus prospère. Des personnes talentueuses venaient y chercher du travail. Le plan de Héros était de recruter des personnes talentueuses pour le rejoindre et accroître son influence. La première candidate était Yang Galazo. Une chanteuse incroyable. On disait d'elle qu'elle était une humoriste prometteuse. Héros trouva le théâtre. Il s'assit avec Joy. Bientôt, Yang Galazo, coiffée d'eux. Mais elle est arrivée. Elle s'est mise à chanter. Le héros s'est perdu dans sa voix. Techniquement, elle n'était pas là. Meilleure, mais elle avait une passion immense. Il s'est dit qu'elle pourrait devenir une grande créatrice de survêtements. Il avait envie de lui prendre des sous-vêtements. Mais avant la fin du spectacle, des voyous ont fait irruption dans le théâtre. Ils ont hurlé. Tout le monde a eu peur après avoir attaché les tambours. Les voyous se sont dirigés vers la scène. Un gardien a essayé de les arrêter, mais Attila a repoussé et est monté sur scène. Oli lui a demandé de lui donner l'argent. Ton père a un rendez-vous. Il n'a pas encore reçu d'argent du gang. Oli a frissonné et a dit, « S'il vous plaît, laissez-moi partir, j'essaie, je vais payer vite. » Ati a dit, « C'est n'importe quoi. Si tu veux de l'argent facile et rapide, » a-t-elle dit. Mais la fille a dit, elle a un cœur respectable et ne ferait jamais de choses aussi viles. Ati a menacé avec colère, « Si vous ne m'écoutez pas, je leur casse les deux jambes. » Alors le héros est intervenu et a dit à Ati de s'éloigner de là. Fille immédiatement. Ati se retourne et dit à Héros, « Va t'asseoir sur les genoux de ta mère, bois du lait, sinon je te tue à coups de poing. » Héros n'hésite pas. Il bondit de son siège et se dirige vers l'estrade. Il déclare qu'il est illégal de forcer les enfants à obéir aux lois de leurs parents. Selon la loi impériale, il est également illégal de se prostituer pour rembourser des dettes. Furieux, Ati saisit Héros par le col et le soulève dans les airs. « Aujourd'hui est ton dernier jour sur Terre. » dit-il. Mais il ne sait pas à qui il a affaire. Héros fait un léger mouvement des doigts, et le maniaque se transforme en Papa Laura. Les trois hommes de main s'écroulent au sol. Héros sort son couteau et le pointe sur Ati. Les hommes de main comprennent que la situation leur échappe. Ils prennent la fuite, la queue entre les jambes. Zoé se précipite vers Wakar, blessé, et l'aide à se relever. Héros dit à Wakar, « Si ces types reviennent embêter qui que ce soit, envoyez moi. » Zoé lui donne une carte de visite. Wakar est stupéfait. Ce garçon est en réalité le capitaine de ce royaume. Le héros, lui, est indifférent à l'argent. Il se tourne vers Ali et lui demande, « Quels sont tes frais mensuels ?» Elle pense qu'elle doit aussi payer les soins de sa mère. Puis elle répond, « Environ $600. » Le héros dit, « Je te donnerai 2000. »
$ par mois pour que tu puisses te concentrer sur le champ et progresser. Elle est abasourdie, incrédule. Le héros poursuit, à mesure que tu progresseras, ton salaire augmentera. Puis il dit, termine la chanson. Je veux entendre la fin, et retourne à sa place. Le soir, en rentrant chez lui, le héros est accueilli par les servantes. Il aperçoit alors des gens du peuple, debout par terre, la tête baissée, faisant semblant de vouloir mendier. Le héros comprend. Ils savent maintenant qu'il est prince. Pourtant, il ne leur accorde aucune attention. Il ordonne à la servante de les renvoyer. Le prince n'a pas de temps à perdre avec des inconnus. À ce moment précis, son frère aîné, Henri, arrive et dit « Tu m'as donné le bon conseil. Si jamais tu te mêles à ces plébéiens, l'autorité du prince en pâtira. » Hiro explique « C'est pour ça que je ne leur ai rien dit. Je veux qu'ils croient que je suis encore furieux contre cette fille. Peut-être que ça les effrayera et qu'ils le laisseront tranquille. » Henri demande « Qui est cette fille? Pourquoi t'en soucies-tu autant ?» Hiro répond « C'est une excellente chanteuse. Si elle continue à progresser, elle pourrait devenir un atout précieux pour le royaume. » Henri hausse les épaules. Tu es si jeune, et pourtant tu comprends les subtilités de la situation comme un adulte. Gary a ton âge, mais il reste un enfant. Tu n'es pas si malin. Hiro dit poliment, Gary comprendra bientôt. Il sait qu'Henri et Gary sont frères. De la même mère. Lui, il a une autre mère. Henri en parle à Swada. Je ne pensais pas que ce serait possible. Mais tu maîtrises vraiment bien le soda. Il demande, où est ce soda? Comment transportais-tu un truc pareil? Hiro se lève et utilise un couteau magique. Swada apparaît aussitôt devant lui. Henri est stupéfait. Il dit, c'est la première fois que je vois quelqu'un sortir quelque chose d'un cercueil. Tu en as mis combien? C'est incroyable. Hiro rit et dit, ce n'est rien de tout ça. Je fabrique le cercueil en miniature. Ensuite, je le cache dans ma manche. Henri se redresse. Surpris. Il expire et dit, tu es vraiment incroyable. Ce cercueil était considéré comme le meilleur. Il était enfermé à National Terrace depuis plus de 200 ans. Personne dans l'histoire britannique n'a jamais réussi à le battre. Ce soir-là, Hiro se rend à une fête. Là, le cercueil est toujours par terre. Furieux, il crie, ne m'ignore pas. Je peux te tuer n'importe où. Arrête de faire le malin. Le héros. Il tombe alors à genoux. Le héros monte dans la calèche et s'en va. Un vieil homme nommé Rai l'accueille à l'intérieur. La nouvelle se répand dans la salle de bal, le 13e prince est arrivé. L'excitation est palpable. Rai s'enquiert de l'épée. Le héros explique, c'est l'épée légendaire. Elle appartenait au prince héritier Albert. Il me l'a offerte en personne. L'assistance est impressionnée. Un présent personnel du prince héritier, c'est exceptionnel. Soudain, un homme à l'ego surdimensionné s'écrie. Ce doit être la figurine du bretteur. Toute la salle l'entend. Un silence de mort s'installe. Tous les regards se tournent vers le héros. L'homme commence à trembler. Le héros ne dit rien. Une aura mortelle émane de l'épée, enveloppant la pièce. L'assemblée entre en transe. La mort les guette. Le héros arrête Svada. L'aura disparaît. Rai dit que tous ont eu l'impression d'être face à la mort. Après un moment, le héros s'assoit sur le petit trône. Tous viennent lui rendre hommage. Certains tentent de le demander en mariage. Tout le monde semble ennuyeux au héros. Finalement, le vieil homme Alan arrive. Il présente sa fille adoptive, Cassandie. La jeune fille évite le héros. Celui-ci l'ignore. Il demande à Alan comment il l'a adoptée. Alan lui explique qu'il l'a achetée au marché. Aux esclaves. Elle est très douée en arts martiaux et socialement intelligente. N'ayant pas d'enfant, elle en a adopté un. Le héros se détourne. Il dit, j'aime ce genre d'histoire.
Il les invite tous deux au manoir pour discuter. Alan est ravi. Plus tard, le héros lui confie « Je les ai reçus car Cassandie est consciente de mon pouvoir. » Il libère un peu d'énergie pour le démontrer. Cassandie se retourne aussitôt pour vérifier si elle est attaquée. Quelques jours passent. Le héros patrouille le marché. L'ordre du commandement et arrive. Ils parcourent le marché ensemble. Ils observent des choses intéressantes. Ils aperçoivent un gramme. Dès que le héros le ramasse, l'une de ses statistiques passe au rang S. Intrigué, il l'achète. Il réagit. Il le reconnaît. C'est un vieux grimoire mécanique. Soudain, le livre s'ouvre. Un monstre gigantesque en surgit. Il ordonne au héros de se mettre à l'abri. Le héros retire sa veste et se place devant le démon. Pour la première fois, une tranche se déchire. Puis, il utilise sa magie supplémentaire et effectue une poussée vers le haut. Le monstre exulte. Le héros pense, comme mon petit frère est intelligent. Le commerçant accourt. Il s'incline et montre un objet de sa boutique. Couleur magique, dit-il. Jusqu'à présent, personne n'a possédé cette couleur. Le héros la prend dans sa main. La magie opère. Son corps se couvre de couleurs. Magnifique. Le commerçant, stupéfait, l'apprécie et l'achète aussitôt. Le héros rétorque, c'est un cadeau, ne l'achetez pas. Puis, il se rend au théâtre pour voir Ellie. À peine descendu de la calèche, il l'attaque avec du soda brûlant. Le héros utilise le bouclier de rang pour l'assommer. Le cocher est maîtrisé et capturé. Le héros l'ignore et entre dans la salle. Là, deux hommes ivres se disputent à Lee. Le héros déchire les vêtements des voleurs avec son imperméable. Les voleurs prennent la fuite. Le héros appelle le propriétaire et lui fait part de son mécontentement quant au manque de sécurité. Il passe commande pour acheter le théâtre entier. Le propriétaire hésite et retire 100 000 $. Le propriétaire le vend aussitôt. Zoé le remercie. Elle ne pourra financer que les réparations. Le héros lui dit de se concentrer sur le chant. Un jour, elle devra chanter devant le roi. Puis il s'assoit. Ali chante une chanson spécialement pour lui. Le lendemain, les servantes préparent le héros. Il a un rendez-vous. Un gouverneur nommé Dédé est arrivé. Le gouverneur de la région d'Oljois se trouve sur le territoire du héros. Le héros le convoque. Dédé s'agenouille et commence un discours solennel. Le héros lui demande de sauter. Il lui dit de s'asseoir. Il demande « Êtes-vous arrivé il y a 2 ans et demi ?» Dédé répond par l'affirmative. Le héros demande « Comment se passe votre travail ?» Après l'inondation, le visage de Dédé s'assombrit. Le héros comprend que la situation est critique. L'Empire Oljois est une importante région céréalière, mais sujette aux inondations. C'est pourquoi l'empereur a nommé Dédé, un expert en labyrinthes aquatiques. Gouverneur. Le héros exige des promesses. Dédé lui répond qu'il n'y a pas de solution miracle. Sans argent, rien ne peut être fait. Le héros est surpris, l'octroi de cette subvention était un ordre impérial. Dédé prétend, le ministre de l'Intérieur bloque la subvention. Il invente une excuse. Le héros comprend la supercherie, emmène son père et se rend chez le ministre des Finances, Maverick. Ce dernier déguste un steak juteux. Le héros lui demande sans détour pourquoi il ne verse pas les fonds nécessaires à la reconstruction d'Oljois. Maverick commence à s'expliquer. Le héros refuse catégoriquement, si je dis que l'enfant ne comprendra pas, je te fourre le steak dans le derrière. Maverick, agacé, ne peut s'adresser à son compatriote. Il lui explique qu'en raison des inondations, il a exonéré l'État d'impôts pour toute l'année. La reconstruction sera financée par les économies réalisées. Le héros. Je ne l'avais pas. Puis il demande, les Aljois ont de l'argent ? Vous me sous-estimez parce que j'ai dit oui. Maverick s'énerve. Il change de version. L'entreprise n'a pas d'argent pour le moment. Ils construisent une résidence d'été pour Appert. Elle devrait être grandiose.
Toute la ville est en construction. Quant au luxe, papa pense, maintenant que le nom d'Aper est mentionné, on ne peut plus rien dire. Mais Héro est le fils d'Aper. Héro dit, vous manquez de respect à Aper. Il voudrait un appartement luxueux, pendant que d'autres font n'importe quoi. Maverick tombe à genoux et dit, allons, c'est compréhensible. Il organise aussitôt une cérémonie de distribution. Il commande un service. Héro s'installe pour travailler. En buvant du thé. Papa est impressionné par les négociations. Voyant les compétences de Héro, il le félicite abondamment. Il dit, tu as des compétences incroyables. Tu as facilement démasqué un vieux filou. Puis, maman demande, il essayait de se servir de toi pour t'extorquer de l'argent. Il tombe à terre et s'incline. Héro comprend alors que son père voulait obtenir de l'argent en faisant pression sur le ministre simplement parce qu'il était capitaine. Mais cela ne le dérange pas. Car il aide toujours les autres. Dès qu'il quitte son commandement, son père se met en route pour reconstruire son territoire. Soudain, un messager du palais arrive. L'empereur a convoqué Héro pour une affaire urgente. Héro n'hésite pas et se rend au palais. Il voit son père nourrir les pigeons pour se calmer. Aper commence par dire, tu as complètement vaincu ce financier avide grâce à ton intelligence. Héro est stupéfait que son père sache tout ce qui vient de se passer. Des questions tourbillonnent dans son esprit, si intensément qu'Aper les comprend toutes. Il dit, le savoir est la plus grande arme, mon fils. Garde-elle toujours affûtée. Héro prend ses mots à cœur. Puis il dit, j'ai simplement fait ce qui était juste. Aper répond. Faire ce qui est juste n'est pas facile pour la plupart des gens. Ils se laissent emporter par l'histoire et confondent le bien et le mal. Il se tourne alors et pose tendrement sa main sur la tête de Héro. Il dit, à 6 ans, tu es meilleur que la plupart des gens au monde. Puis il ajoute, lève-toi, mon fils. Tu as maîtrisé la légendaire épée Calaveton, dont l'histoire terrifiante effraie les esprits. Héro comprend maintenant à quel point l'épée est dangereuse. Il en a vu de nombreux exemples. Aper dit, maintenant, tu dois aussi apprendre la technique pour manier correctement cette arme. C'est pourquoi j'ai engagé un maître d'armes pour toi. Aussitôt, un chevalier expérimenté, Dekman, s'agenouille. Aper explique, c'est le plus grand épéiste de l'Empire. Dekman dit aussitôt, permettez-moi de faire un duel avec Capri. Je veux voir son talent brut et son potentiel, ce n'est qu'alors que je le prendrai comme élève. Aper donne son accord. Héro comprend que son père a une confiance totale en Dekman. Dekman dégaine sa grande épée et dit, attaque autant que tu veux. Héro prend position, mais soudain, son épée devient incontrôlable. Il tente de le contrôler et attaque. Dekman est impressionné par son premier coup. Le héros commence à se souvenir de l'utilisation passée de Claveton. Ses souvenirs le terrassent en quelques coups. Le chevalier accepte sa défaite et dit à Aper, peu m'importe. Je peux t'apprendre. C'est une tâche digne d'un maître d'armes. Aper rit timidement. Puis il récompense le héros, tu seras le juge en chef de l'examen de sélection des chevaliers de cette année. Le héros accepte avec joie cette responsabilité, car il sait que tous les guerriers les plus talentueux du Pire y participent. Le vainqueur pourra accéder au rang de noble. La première tâche d'Aper est de devenir le subordonné du juge en chef. Le héros pense, avec un guerrier aussi puissant sous mes ordres, je deviendrai encore plus fort. Aper demande si l'examen doit se dérouler en épreuves individuelles ou par ligue. Mais au lieu de répondre, le héros surprend avec une réponse inattendue, il souhaite la suppression des épreuves préliminaires régionales. L'examen entier devrait se dérouler dans la capitale afin qu'il puisse tout gérer lui-même. Ainsi, ils pourront juger les guerriers. Aucun guerrier talentueux ne doit être éliminé injustement. L'empereur dit, faites ce que vous avez à faire. Puis le héros rentre chez lui. Gio lui parle de l'examen de sélection des chevaliers. Il demande, est-ce qu'un candidat de votre école y participe également? Gio répond, oui, nous envoyons le même garçon chaque année. Nous espérons qu'il fera honneur à
L'école. Le héros lui dit, cette année, il n'y a pas d'épreuve préliminaire, vous pouvez donc en envoyer plus. Mais. Gio, timidement, répond, le talent ne manque pas, mais nous ne pouvons envoyer qu'un seul garçon car tout est très cher. Dans la capitale, la nourriture, le logement, et même les mannequins. Malgré tout, ils n'ont pas les moyens. Le héros propose, je prendrai en charge. Machine Translated. Le talentueux guerrier ne doit pas être éliminé avant le combat. Il appelle immédiatement Dylan et lui ordonne d'acheter toutes les maisons vacantes du palais. Si l'espace est insuffisant, il faut construire un dortoir. Il doit également s'entretenir avec tous les marchands pour organiser le ravitaillement. Le héros se rend ensuite en personne chez Alan. Alan lui accorde une réduction et lui fournit un devis. Le héros comprend que cette réduction est si importante qu'Alan y perdra de l'argent. Il lui demande pourquoi. Alan répond que personne ne peut refuser l'offre du 13e prince. Le héros rétorque que cet appartement ne lui convient pas. Aucun marchand ne réclame d'argent sans raison. Alan est surpris que le héros ait percé son intention. Il lui annonce que l'examen de sélection des domestiques a également lieu au palais ce jour-là et souhaite savoir quel genre de personnes y sont sélectionnées. Le héros comprend aussitôt qu'Alan veut envoyer une jeune fille au palais rapporter les dernières nouvelles et que, si le roi devient son protecteur, Alan réalisera un profit considérable. Alan est alarmé. Il déclare, c'est différent du cadeau que je vous ai envoyé. Le héros est impressionné. Il dit, si la jeune fille me plaît, je la recommanderai au palais. Mais mes exigences doivent être satisfaites. Alan est ravi. Il dit, je choisirai une jeune fille qui répondra à toutes vos exigences. Puis, s'agenouillant, il dit, un simple marchand devrait recevoir un tel honneur des Français. Je veux apposer la 13e croûte française sur mes boutiques. Héros est enchanté, mais il prévient, je ne tolérerai jamais l'infidélité. Il rentre chez lui. Il constate que ses statistiques ont augmenté depuis qu'il a nommé Alan sous ses ordres. Mais soudain, une statistique commence à chuter. Le rang SS de la loi sur l'eau devient un rang normal. Héros s'inquiète. Quelque chose a mal tourné à l'Almaria. Joko lui dit aussitôt d'aller au palais et de rencontrer l'empereur. Quelques minutes plus tard, il est devant l'empereur. Il lui annonce qu'un malheur s'est produit à l'Almaria. Héros comprend à la voix de l'empereur. Il le savait déjà. L'empereur dit, je m'en doutais, mais il n'y avait pas de preuve. À ce moment précis, un serviteur s'approche et lui murmure quelque chose à l'oreille. L'empereur le pardonne. Il annonce qu'une révolution a éclaté à Almaria. Il demande, quelle est son ampleur à vos yeux? Le héros pense que la perte d'une compétence ne sera pas un drame. L'empereur indique qu'il y a environ 5000 rebelles. Il demande, comptez-vous élaborer un plan pour les réprimer vous-même? Le héros répond, ce n'est pas possible pour l'instant. Je suis faible, certes. Je manque d'expérience du combat. Je ne sais pas si les soldats me suivront pleinement. Il vaudrait mieux qu'un autre prenne le commandement. L'empereur est surpris par la sagesse du héros. Il dit, d'accord, je suis d'accord. Qui souhaitez-vous envoyer? Le héros répond, Henri est le meilleur choix. J'ai confiance en lui. L'empereur envoie Henri avec le héros pour réprimer les rebelles. Henri demande, voulez-vous vraiment laisser la gloire à quelqu'un d'autre? Le mérite sur le champ de bataille est très utile plus tard. Le héros répond, j'ai besoin d'expérience. Maintenant. Mon erreur de commandement ne doit pas coûter la vie à des espions. À ce moment précis, son commandant se montre accueillant. Hiro arrête immédiatement la voiture. Il comprend que des ennemis veulent sa mort. Au lieu de faire confiance à son frère, il décide de les affronter lui-même. Il saute de la voiture. Toutes les torchées sur la route s'éteignent. L'instant d'après, des colonnes d'eau jaillissent du sol, prêtes à attaquer de toutes parts. Hiro transforme le clivant en bouclier et bloque tout. Il comprend qu'il s'agit de rebelles utilisant l'eau d'Almeria. Peu après, Skild fait tomber les bombes Swadeshi. Impressionné, Henri dit, les interroger serait une bonne idée.
Hiro répond, je peux encore le faire. Je ne les ai pas tués, je les ai juste rendus inconscients grâce à l'aura Swadeshi. Henry est de nouveau impressionné. Il dit avoir entendu dire que les rebelles sont principalement composés de cavaliers. C'est pourquoi il ne s'attendait pas à un assassin. En entendant cela, le héros soupçonne quelque chose d'anormal. Il n'y a pas de bons chevaux de guerre à Almeria. Le lendemain, il se rend chez Alan. Il lui confie un secret bien gardé, une rébellion a éclaté à Almeria. Il donne $0 à Alan. Il lui dit, achète toutes les semences de chevaux disponibles au marché. Les rebelles se les sont procurées ailleurs. Ils devront s'en procurer au marché voisin. Sinon, leurs semences s'affaibliront. Peu après, l'arrestation a lieu. On apprend que l'assassin a été interrogé. Il a déclaré qu'il ne voulait pas me tuer, mais simplement me kidnapper pour vivre de ma rançon. Le héros s'exclame, celui qui parle si facilement ment. Forcément. La paire sourit. Ton bon sens est remarquable. J'ai un moyen de démasquer les menteurs. Le héros ne s'intéresse pas à Toshar. Il fait confiance à la paire. La paire admet, tu as réglé le problème des rebelles si rapidement. Si tu avais été pris, cela aurait été compliqué. Je viens de livrer la commande à Alan. Même le prince héritier Albert avait envisagé une stratégie de famine, dit Aper. Mais toi, tu t'es concentré sur le réfort. Avec ton argent de poche. Il pose une main sur son épaule et ajoute, tu as de grandes idées et le courage de les mettre en œuvre rapidement. Héros ressent quelque chose de nouveau depuis le rendez-vous avec son père. Puis Aper le récompense d'une épée. Tu peux ajouter une épée à ton blason. Dans une nation de guerriers, ajouter une épée à son blason sans la permission d'Aper est passible de la peine de mort. Héros fait de son mieux pour contenir sa joie. Peu après, Alan arrive. Héros s'approche de lui à petits pas. Alan dit, je connais toutes les variétés de réforts sur la route. Ce sera facile d'en acheter. Mais Carin, le chef des rebelles, est très cruel. Fais attention. Soudain, une servante arrive. Il y a un homme blessé à la porte. Héros va voir ce qui se passe. Un chevalier grièvement blessé s'agenouille et déclare, la rébellion a éclaté à Almeria. Mon supérieur y participe également. Je ne l'ai pas rejoint, mais je suis venu vous faire mon rapport. Alan pense, cet homme a risqué sa vie pour rien. Nous étions déjà au courant. Le héros le remercie. Il ordonne à la servante, soigneuse-le. En partant, il se retourne et dit, donnez $1000 de récompense à ce chevalier. Alan demande, le saviez vous déjà? Pourquoi gaspiller de l'argent pour des informations? Le héros répond, je ne le récompense pas pour des informations, mais pour sa loyauté et sa bravoure. Le soir venu, Gio arrive au bureau et s'effondre, bouleversé. Le héros demande, que s'est-il passé? Gio lui tend d'abord un sac contenant $500 et une petite fiole. Elle explique, un inconnu m'a donné cette récompense. La fiole contient un somnifère. J'ai dû vous ruser pour que vous la donniez aux rebelles. Le héros comprend. Les rebelles veulent me capturer à tout prix. Il demande, qui m'a apporté la fiole? Gio se met à pleurer. Ils m'ont menacé de mort si je ne le faisais pas. Mais je ne pourrais jamais te trahir. Le héros se dirige discrètement vers le bureau. Il rédige un chèque de $5000. Il dit, voici ta récompense, car tu n'as pas bradé ta loyauté. La jeune fille refuse, mais le héros lui dit d'être sage et d'accepter la récompense. Elle se met à pleurer et le remercie. Mais le héros explique qu'il doit faire quelque chose pour elle. Il lui dit qu'il va s'enivrer et perdre connaissance, puis qu'elle le conduira à ceux qui l'ont contacté. Il lui ordonne de s'enfuir. Dès qu'elle le leur aura remis, pour qu'il ne le fasse pas taire. Zoé est terrifiée, mais le héros décide de rencontrer ces rebelles désespérés. Quelques heures plus tard, le héros se réveille dans un endroit désert. Il entend les ravisseurs parler de le tuer, leur dernier recours.
Conformément aux ordres de Karan, il doit être protégé. Le héros attend que les effets du médicament se dissipent complètement. Puis il vérifie son état. Ses mains et ses jambes sont liées. Mais les rebelles sont absolument persuadés de la vérité, jouant les destructeurs, car cette fois, ils n'ont pas vu qu'elle avait tant caché dans l'oreille du héros. Pas en forme de S, comme la dernière fois. Le héros le retire. Le ramène à sa taille normale. Puis, à l'aide d'un anneau magique, il crée un matelas d'eau et coupe la corde. À présent, il voit à travers les souvenirs de Swadak ce qui lui est arrivé. Il se voit inconscient dans le bureau. Zoé court. Les rebelles l'encerclent. Ils ignorent Zoé car faire sortir le héros du manoir était leur priorité absolue. Puis ils l'emmènent dans la cage ouverte. Après sa recapture, le héros se prépare à affronter les rebelles. Ils font une pause autour du feu de camp. Leur chef se met en colère, se demandant qui a fait un nœud aussi mal fait. Juste à ce moment-là, le héros surgit, vêtu d'un simple foulard. Les bandits le sous-estimant et disent « Rends-toi, cette fois ton frère n'est pas là pour te protéger. » L'un d'eux sort son épée pour capturer le héros, mais il n'arrive même pas à faire un pas. Le héros charge et lui arrache toutes les veines et artères du cou. Le premier rebelle meurt. Les autres sont terrifiés. Le héros explique qu'il voulait obtenir des informations, mais que tout le monde est en alerte. Ils ignorent même qu'Henri n'a pas vaincu Asakusa. Les rebelles se préparent au combat, mais le héros les débusque facilement. Il aperçoit alors Zoé arriver avec un groupe de chevaliers. Il lui demande « Que fais-tu ici ?» Zoé répond qu'elle est très âgée. C'est pourquoi elle est venue sauver les chevaliers. Mais il n'y a pas lieu de se presser, car tous les rebelles ont déjà été vaincus. Le héros appelle le capitaine des chevaliers et lui ordonne de prendre les rebelles en charge. Soudain, un rebelle laisse tomber une dague Kouédan. Mais héros sent que quelque chose cloche. Il crie immédiatement « Stop !» et ordonne à tous de reculer. Il s'avance vers la dague, qui irradie de puissance. Héros ressent un frisson émanant des fesses de Clavian. Il se souvient des rebelles parlant de la dague maudite qu'il comptait utiliser à Last Resort pour le tuer. Il perçoit la haine de l'assaillant et aperçoit même son visage un instant. Héros le reconnaît aussitôt, c'est le chef des rebelles. Il décide de s'en occuper. Sans broncher. Héros demande à Clavian s'il peut l'aider dans son plan, car cela faciliterait l'utilisation de la légendaire soda à l'émulsion d'eau. Clavian, rayonnant, répond par l'affirmative. Héros canalise son king et projette un jet d'eau en forme de I. Le jet traverse les nuages, atteint la moitié du chemin vers l'Empire et détruit Karine. Le lendemain, Aper convoque à nouveau Héros. Il se penche et pose la main sur ses épaules pour le soutenir. On a appris que le chef des rebelles était mort. Un jet d'eau a percé un trou au centre de la pointe de sa flèche. Aper est persuadé que seul le héros aurait pu faire cela. Le héros nie. Il affirme avoir verrouillé la cellule des Hector du poignard sur le chef rebelle, puis avoir réussi un tir en pleine tête à des centaines de kilomètres de distance. Après la mort du chef, réprimer la rébellion devient un jeu d'enfant pour Henri. Rapidement, tout le monde est arrêté. Une assemblée est convoquée pour décider des peines. L'empereur ordonne que les culpés soient terrorisés et réprimandés. Cherchez sur Google la signification de cette phrase. Tout le monde se satisfait de la clémence de la punition infligée aux rebelles. Mais le héros intervient. Le respectueux Linil confronte l'empereur et déclare que cela ne devrait pas se produire. Tout le monde est choqué, surtout l'empereur. Il demande « Que est-ce que cela signifie ?» Le héros rétorque que chacun doit être puni conformément à la loi. La loi ne prévoit aucune punition pour une simple réprimande. Les chefs rebelles doivent être divisés en deux. Les autres doivent être envoyés à Gulak. Le héros insiste, respectez la loi. Aper demande comment il peut refuser une mort aussi brutale aux rebelles sur son territoire. Héros répond simplement que si Aper enfreint la loi, sa réputation et celle de son peuple en pâtiront. L'assistance reste sans voix.
Mais Aper acquiesce. Il déclare qu'il respectera la loi, mais qu'il infligera la peine maximale à ceux qui l'accepteront sans broncher. Héro ne fait aucune promesse. Aper ordonne au Premier ministre de faire appliquer la loi concernant le châtiment des rebelles. Tout Kota se met à louer Héro pour avoir tenu tête à Aper avec autant de courage et l'avoir remis en question. Tous l'admirent, le qualifiant de future légende. Aper, témoin de la scène, se dit qu'il devrait récompenser Héro de l'avoir empêché d'enfreindre la loi. Après un moment d'hésitation, Aper décide de lui conférer ce titre. Il explique que n'importe lequel de ses enfants pourrait lui tenir tête, mais le faire pour de bonnes raisons est une autre affaire. Héro a fait preuve d'intelligence et de bravoure devant tout Kota. Aper lui confère donc le titre de vice-capitaine. Ce changement se répercute immédiatement sur le statut de Héro. Aper ajoute que si Héro était né 10 ans plus tôt, cela aurait été mieux. Mais il ne dit pas explicitement qu'il aurait pu prétendre au trône. À cette déclaration, Kota se met soudain à acclamer Héro. Aper s'enquiert ensuite de la préparation pour le prochain examen de sélection des chevaliers. Héro demande la permission de partager le plan plus tard. Aper accorde des quotas une fois la procédure terminée. Ils se rendent à la fontaine. Héro fait sauter des bâtons de thé. 4 soldats se tiennent autour de lui avec des seaux d'eau. À son signal, il tente de l'asperger. Mais Héro part tout avec un bouclier coloré. Aper ne comprend pas. Héro explique qu'il demandera à tous les pakistacticiens d'effectuer une attaque similaire et jugera leur habileté en fonction de la précision de l'attaque. Aper est impressionné. Il explique également sa manière novatrice d'innover. Héro déclare incidemment qu'il s'occupera de quiconque parviendra à rompre les liens. Aper est de nouveau impressionné. Le soir, dans la salle du trône d'Aper, en présence du Premier ministre, ce dernier déclare à la foule que la scène était inutile. Aper rit et dit que si Noah était né en premier, il aurait été sérieux. Noah est vraiment exceptionnel, mais il se méfie un peu de la puissance colossale de Claviathan. Le véritable pouvoir est encore scellé. Il ordonne alors au serviteur d'apporter le trésor spécial. Il explique que la légende veut que le véritable pouvoir de Claviathan ne soit jamais brisé. Mais peut-être que Nova peut en contrôler le pouvoir. Quelques jours plus tard, l'examen de sélection des chevaliers commence. Ils arrivent. Toute la population du Capitole se rassemble pour assister au spectacle. C'est comme le Super Bowl pour eux. Beaucoup ont installé leur piscine. Un athlète parlant pakistanais arrive. Il a l'air d'un adulte, d'un homme sage, comme s'il avait passé la nuit à se baigner. Il entre dans l'arène. Il s'agenouille devant Noé. Noé boit un thé improvisé. Le guerrier retire sa veste. Il se réchauffe. Puis il attaque. Le héros active immédiatement le bouclier annulaire. Il le verrouille. Il change constamment d'angle. Mais le bouclier s'adapte. Après quelques coups, son épée est coupée en deux. Les examinateurs interrompent l'épreuve. Un autre guerrier entre en scène. La foule commence à se demander si quelqu'un parviendra à atteindre le vice-président ou si le président mourra d'une overdose de thé. Aper observe à distance avec son assistant personnel. L'assistant dit « Les gens sont très excités cette fois-ci ». Aper répond « C'est parce que le prince prend personnellement les devants ». Mais Aper ne s'attarde pas sur les futilités. Il dit « Laissez les guerriers de Caillou être sélectionnés. J'ai hâte de voir qui Héro va retenir. » C'est ensuite au tour de Maz. Un puissant câble jaillit vers Noah. Le public se tait. Maz est épuisé. Noah sort de la zone de strike sans utiliser la barrière Mach. Les Paktokpan tombent à genoux. La foule acclame Prince. Héro est un peu déçu. La soirée est terminée. Il a bu plus de thé qu'une famille britannique en un an. Mais aucun Paktokpan notable ne se distingue. Soudain, Riri annonce « Le dernier Paktokpan d'aujourd'hui ». Une méchante noire aux yeux rouges fait irruption dans l'arène. Elle semble énergique,
mais essoufflée. Dès que le maître d'armes s'effondre, son attitude change. Elle se précipite sur Nova. Le héros invoque un bouclier. Cette fois, l'attaque de la jeune fille traverse le bouclier. Elle continue de pousser. Le bouclier se brise. L'épée frappe le héros en plein cœur. La foule retient son souffle. Les chevaliers arrêtent immédiatement la jeune fille. Ils pensent qu'ils ont blessé Prance et qu'ils seront sévèrement punis. Mais le héros se lève et dit « Laissez-la tranquille ». La jeune fille décline son nom. Le héros annonce « À Shelley Grant, tu as réussi. » Substance, et surtout Shelley, n'en croit pas ses oreilles. Le capitaine France la traque. Même si elle l'a poignardé. Plus tard, le héros appelle Shelley dans sa chambre. Il lui dit « Ta maison est vraiment magnifique. » Elle répond « Merci. » Elle lui explique que Camille a un don de génération en génération. Puis, incapable de contenir sa curiosité, elle demande « Tu as dit que tu réussissais alors que tu aurais dû la punir ?» Le héros rétorque « Tu as bien fait d'attendre noble. Je t'ai dit d'attaquer, puis d'utiliser la commande. » Répète le même mouvement. Shelley pense que le capitaine France est confus. Mais le héros rétorque « S'il est chevalier, il doit utiliser la commande principale. » Elle se met aussitôt en position et attaque. Le héros invoque un bouclier. Cette fois, Capizan est incapable d'attaquer. Le héros qu'Julie la repousse. Il dit « Si tu l'avais voulu, tu aurais pu utiliser le bouclier même pendant l'épreuve. Tu aurais pu éviter de te blesser. » Il ajoute « C'est le devoir d'un chevalier d'obéir aux ordres d'Alodaya. Je voulais voir si un soldat attaquerait avec force ou resterait à distance. Tu as obéi à l'ordre après une seule hésitation. Je te considère digne de devenir mon chevalier. » Shelley est émue. Elle s'agenouille aussitôt et prête serment. Une loyauté éternelle. Le héros est heureux. Un tel serment n'est pas officiel, mais il revêt une grande importance pour le chevalier d'un commandant. À ce moment précis, Joe fait entrer le médecin. Le docteur en examine la blessure. Il dit que ce n'est qu'une égratignure et la guérit immédiatement. Shelley, stupéfaite, s'exclame « Il n'y a pas de médecin dans notre école. Je n'ai jamais vu personne guérir avec des exercices. » Le héros, curieux, demande « Que font-ils avec un couteau ?» Shelley répond « L'école leur fait faire des exercices, ou des exercices spécifiques pour les malades. » Le médecin commente « C'est courant chez les pauvres et les incultes. » Le héros demande « Le meilleur moyen de devenir médecin, c'est de faire un apprentissage. » Le médecin répond « Oui. » Le héros propose aussitôt un emploi à Shelley. Il dit « Amenez des étudiants brillants et travailleurs de votre université. » Le médecin les prendra comme apprentis. Le médecin accepte sans hésiter. Shelley s'incline avec raideur et le remercie. Le héros dit « Apprends les exercices de chevalier. Personne ne fait un chevalier comme ça. » Le lendemain matin, Shelley se réveille dans sa chambre au manoir de Noé. Elle se prépare mentalement. Elle part travailler avec beaucoup d'enthousiasme. Elle croise Joey en chemin. Joey lui demande « As-tu bien dormi ?» Shelley répond « La chambre était très agréable, mais je n'ai pas beaucoup dormi. » Ils marchent en bavardant. Soudain, des domestiques se mettent à chuchoter et à rire. Joey demande « Que se passait-il ?» Elle spécule sur le genre de mariage de verre que Héros fera. Shelley, choquée, fait remarquer que Héros n'a que 6 ans. Les servantes expliquent que la plupart des princesses se marient enfants. À la pire, les filles se marient avant l'âge de 15 ans. Tout le monde s'accorde à dire que Noah est le célibataire le plus convoité de la Pyre en ce moment. De nombreux cafés ont ouvert près de son manoir, car chaque jour, des tas de filles viennent l'apercevoir. Les servantes ajoutent que Noah plaît beaucoup à tout le monde, y compris à Zoé. À l'évocation du nom de Zoé, elle rougit. Les servantes l'entourent et lui racontent qu'elle a récemment commencé à apprendre la mécanique pour impressionner Noah. Zoé balbutie qu'elle apprend simplement pour être utile à son maître. Puis elle s'éclipse rapidement.
Les servantes s'exclament « Qu'il est mignon !» Shirley le dévisage. Plus tard, Shirley se rend au bureau de Noah. Là, un chevalier expérimenté fait son rapport sur l'examen. Le capitaine déclare que tous les nouveaux chevaliers sélectionnés par Noah sont excellents. Ces capitaines d'escouade sont également très reconnaissants. Noah signe les documents et dit à Knight, tout cela est possible grâce à des camarades comme vous. Puis il demande à Shirley de laisser Knight partir. Shirley s'agenouille devant lui. Knight, surpris, répond. Inutile d'être aussi formel. Nous sommes du même grade. Soudain, il comprend que Noah a envoyé cette jeune fille pour lui enseigner l'étiquette chevaleresque. Il conseille à Shirley, reste avec France. Tu ne trouveras pas de meilleur maître. Peu après, Noah organise une fête. Ellie chante et captive l'assistance. Hélène et Cassandie s'agenouillent devant lui et le remercient. Noah explique, j'ai organisé cette fête spécialement pour vous deux. Car vous m'avez beaucoup aidé à réussir l'examen de sélection des chevaliers. Il précise que chaque marchand présent a des liens étroits avec lui. Hélène pense que l'on peut nouer de bonnes relations ici. À ce moment précis, Joy apporte une lettre pour Noah. Il est un peu mal à l'aise car le nom de l'expéditeur n'est pas écrit. Noah quitte la fête et accompagne Shelly et Joy pour ouvrir la lettre pour Shelly. Joy explique que la personne qui lui a remis la lettre s'est enfuie à la vue des gardes. Les soupçons s'emparent de tous. Shelly dit, ça pourrait être dangereux. Laisse-moi l'ouvrir. Mais Noah vérifie auprès de Léviathan et découvre que la lettre est un coffre-fort. Elle contient des informations top secrètes sur les derniers rebelles qui complotent quelque chose. Noah comprend qui a pu lui donner ces informations. Il est certain que le chevalier qui a risqué sa vie pour démasquer la rébellion est toujours en mission. Joy et Shelly sont impressionnés par sa loyauté et son dévouement, mais Noah le trouve plus stupide que courageux. Être espion n'est pas chose facile sans un système de filature efficace. Il contacte immédiatement Henry et lui ordonne d'arrêter Knight. Mais Noah est submergé par la culpabilité en recevant la réponse du frère aîné. Ses pires craintes se sont réalisées. Il a été capturé par les rebelles espions de One Bay. Torturé, il n'a rien dit. Les hommes d'Henry l'ont secouru, mais son état reste critique. Noah pense, c'est entièrement de ma faute. Si j'avais eu un bon réseau de renseignements, ce chevalier n'aurait pas eu à risquer sa vie. Il envoie immédiatement Joe lui organiser les meilleurs soins médicaux. Il ne laissera pas mourir un homme aussi loyal. Le lendemain, Noah se rend au marché. Il attache Shelly et l'emmène avec lui. Shelly se laisse distraire par les boutiques, car de telles choses n'existent pas dans son petit village. Noah lui rappelle, tu dois être de service. Shelly tente d'ignorer ses distractions. Elle demande, tu es venu acheter quelque chose? Noah répond, je veux acheter un cadeau pour Henry. Il a contribué à sauver le chevalier. Il entre dans une boutique de souvenirs français. Il demande au marchand, montrez-moi des articles raffinés pour la princesse. Le marchand apporte des bijoux rares et des objets précieux. Le visage de Shelly se décompose. Mais Noah n'y prête aucune attention. Il aperçoit un objet recouvert d'un tissu. Il dit, montrez-moi ça. Le marchand retire le tissu et dévoile une magnifique statue en verre de la déesse. Noé est subjugué par sa beauté. Il demande, comment un motif aussi complexe est-il possible en verre? Le marchand explique, c'est l'œuvre d'un artisan légendaire, disparu depuis longtemps. Avec lui, l'art de la sculpture sur verre s'est éteint. Il n'existe que 2 statues de ce type au monde. Noé l'achète aussitôt pour Henry, donnant $0 au marchand, plus. Son regard se pose alors sur la statue de verre. Il la reconnaît immédiatement et s'exclame, je n'aurais jamais cru que le marchand trouverait la seconde. Noah demande, où est la première? Aurore répond, je l'ai. À ces mots, Noah s'empare de la statue et la jette à terre. L'assistance est stupéfaite. Il dit au marchand, ne vous inquiétez pas, vous serez payé, plus les frais de nettoyage. C'est trop compliqué d'avoir 2 copies et une seule pièce.
Je veux en faire une. Seule. Dites aux marchands que la seconde statue de la déesse est brisée. Il n'en reste plus qu'une au monde. La valeur de la statue d'Aurore va exploser. La pierre tombale d'Aurore reste intacte. Noah rentre ensuite chez lui. Shali lui dit « Depuis que je travaille avec toi, les surprises s'enchaînent. » Elle ne comprend pas pourquoi Noah a créé cette statue inestimable. Noah explique que ce n'était qu'un objet. Un objet ne peut jamais être un trésor. Mes vrais trésors sont les amis que je rencontre en chemin et ceux qui risquent leur vie pour moi. Surtout dans mon entreprise, car les trésors se nourrissent des relations. En faisant un don aussi important à l'ordre, il a fait fortune dans l'entreprise. Shelley est admirative de sa philosophie. Noah dit « Tu fais aussi partie de mes trésors. » L'histoire du génial compagnon de Noah se poursuit. Ainsi, et 6 ans passent. Le jeune homme de 12 ans est maintenant prêt à relever de nouveaux défis. Noah est assis seul à la table du petit déjeuner. Zoé mange. Son attention se porte sur la nouvelle femme de ménage, Kigi, qui regarde par la fenêtre. Noah lui demande « Tu t'inquiètes ?» Elle répond « Ça fait 3 jours, et les gens n'arrêtent pas d'apporter des cadeaux. » Noah explique que l'année dernière, les cadeaux ont continué d'arriver pendant une semaine entière. Kigi est surprise. Noah explique « Recevoir des cadeaux ne suffit pas. Il faut dresser la liste de chaque cadeau et de son expéditeur. Ce n'est pas une mince affaire. C'est pourquoi seule la servante de confiance s'en charge. Elle m'aide à me détendre. » Après le petit déjeuner, Nova se rend au siège de la faculté de médecine. Aper l'y a personnellement affecté. Jaude Caprance arrive alors dans la chambre d'Henri. Henri et un chevalier accueillent Noah. Avant d'aborder les affaires courantes, Henri l'informe qu'un ordre impérial est arrivé. Une force sous le commandement du capitaine Ryuzaki doit être envoyée pour réprimer les rebelles au col de Sadampa. Les barbares sont trop sur d'eux et impitoyables. Le plan est donc de les écraser de toutes ses forces. Henri demande l'avis de Noah. Le plan semble judicieux à Noah. Il observe Rius, le subordonné direct d'Henri, qui a maintes fois prouvé ses compétences sur le champ de bataille. Noah pense pouvoir faire confiance à Rius, mais il pose une question, combien de soldats emmenez-vous exactement? Rius, en sueur, hésite à répondre. Henri, furieux, exige des explications. Rhys s'effondre et implore qu'on lui verse son salaire. Noah calme Henri, affirmant que ce n'est rien de grave. Il lui rappelle qu'en temps de guerre, les généraux reçoivent des quotas impériaux en fonction du nombre de soldats qu'ils commandent. Nombre d'entre eux intègrent des marchands et des aides à leur rang pour gonfler leurs effectifs et empocher l'argent. Rhys réclame à nouveau son salaire. Henri est furieux, mais Noah intervient, du calme. Il explique à Rhys, si tu veux embaucher du personnel supplémentaire pour l'armée, pas de problème. Tu peux garder une petite partie du salaire pour toi. Henri comprend également qu'enrôler des non-soldats peut donner l'illusion d'une armée plus importante. Les soldats auront peur. Il félicite Nova pour la prise de la cave souterraine et explique son impact positif. Mais Nova rétorque, nous ne pouvons pas laisser l'académie perdre. Cette fois-ci, l'empereur a confié le commandement de la victime impeccable. Nous ne pouvons prendre aucun risque. Il demande à Riaz, combien de non-soldats as-tu enregistrés? Riaz répond avec crainte, environ 2000 sous. Commandement Nova ajoute rapidement autant de vrais soldats. Riaz n'a pas le choix. Nova rédige alors un mot pour le ministère des Finances. Il le remet à Riaz et dit, ceci est pour le don de 2000 soldats au col du colonel. Garde tout. L'argent. Réa ne comprend pas pourquoi il reçoit de l'argent alors qu'il est corrompu. Noah lui ordonne froidement de lui livrer le vainqueur parfait en échange de cet argent supplémentaire. Henri est impressionné par la façon dont Noah motive ses subordonnés. Sur le chemin du retour, Henri demande, tu n'as pas encore d'expérience de la guerre? Noah confirme et vérifie ses statistiques. Il est toujours au niveau 1 car il n'a pas combattu dans une vraie bataille. La plupart des
Enfants royaux de l'Empire meurt-jeune. Ils sont officiellement atteints d'une maladie régionale. Mais en réalité, d'autres membres de la famille royale. C'est pourquoi les enfants royaux sont considérés comme très précieux. Ils ne partent à la guerre qu'à l'âge adulte, sauf sur ordre direct de l'empereur. Henri dit, tu as 12 ans maintenant. Acquiert une véritable expérience du combat. Noah répond, dès que l'empereur le commandera, je serai sur le champ de bataille. Henri dit, il n'y aura aucune difficulté, car le légendaire maître Hirondelle est avec toi. Soudain, la calèche d'Henri s'arrête brusquement. Une fillette accourt devant lui et demande de l'aide. Des enfants surgissent de derrière, et les bandits tentent de les attraper pour les emmener sur l'île d'Epstein. Noah descend et leur ordonne de s'arrêter. Les bandits ne le reconnaissent pas. Ils lui lancent « Allez boire le lait de votre mère ». Noah reste impassible face à leurs insultes mesquines. Il leur demande leur numéro d'immatriculation, car le trafic d'esclaves non déclarés est illégal sur le marché. Les bandits recourent à la violence. Noah invoque Léviathan et les met hors d'état de nuire sans difficulté. Tout le monde est impressionné par son talent, mais personne ne le reconnaît. Noé s'approche des enfants pour les chasser. Soudain, un vieil homme frêle surgit de l'ombre et le salue. Il déclare ouvertement, « Oui, je suis le cerveau du trafic d'esclaves. » Il avertit Noé, « Ne me cherchez pas. Stéphane Galbati me soutient. » Noé comprend qu'il s'agit du complice d'Epstein. Il se demande quoi faire. Le vieil homme lui dit, « Laisse les filles tranquilles et fais comme si tu n'avais rien vu. » Noé refuse tout compromis. Il demande à Henri, « Tu la connais ?» Henri répond, « Je n'ai jamais vu cette fille étrange. » Noé dit, « Moi non plus, je ne sais pas qui elle est. » Le vieil homme commence à s'expliquer, mais Noé l'assomme avec les menottes de Léviathan. Puis il s'écrie, « De nos jours, même les ronds-points les plus banals s'appellent Stackprin. Les gens ordinaires auront peut-être peur, mais pas nous, les frères. » Un homme donne à Noé l'identité du vice-capitaine. Le public l'accepte. Noé donne des ordres aux soldats, emmenez-le chez le clown de Stackprin. Il leur dit qu'ils utilisaient son nom à mauvais escient. Puis il ramène les enfants chez lui pour les réprimander. Henri est impressionné par son habileté à raconter des histoires. Il explique, s'il travaillait vraiment pour Gilles Bata, il ne l'aurait pas fait. Mais il ne supportait pas que la France reste silencieuse face à la traite des esclaves. Alors il a fabriqué les caisses et les a remises à Gilles Bata. Il s'en débarrassera, pensant qu'elles ne valent rien. Plus tard, pendant le dîner, le majordome apporte une nouvelle importante. Henri demande, que s'est-il passé? Noé lui répond, un messager est venu de Gilles Bata. Il m'a remercié d'avoir récupéré les caisses. Il a dit qu'il les envoyait pour être puni à Kota, mais ils se sont suicidés en buvant du poison. Personne ne sait que Gilles Bata lui-même a orchestré le silence. Noé demande s'il dirige un réseau clandestin de traite des esclaves à Galba. Henri acquiesce, Gilles Bata dilapide son argent dans le luxe et le gaspillage. Il est obligé de monter des affaires illégales. Nova rétorque, je ne peux pas renier l'aîné. Malgré ses agissements, il est le fils d'une concubine, il ne pourra donc jamais être un appaire. Quel prétexte peut-on trouver au trafic d'esclaves et aux propriétés privées? Pour de l'argent et d'autres combines douteuses. Henri est stupéfait que son frère de 12 ans ait compris si vite. Le lendemain, Hiro annonce aux enfants qu'il a sauvé, qu'il a usé de son influence et qu'ils peuvent désormais rentrer chez eux. Libres comme l'air, mais sans foyer. Leur famille les avait vendus auparavant. Le héros comprend que s'ils retournent chez eux, ils seront revendus. Il leur propose donc de les garder avec lui. Il ordonne au majordome, préparez-leur des chambres. Trouvez-leur du travail et, si certains veulent étudier, organisez-leur aussi des cours. La chef des filles, sous le choc, demande, vous nous achetez? Le héros dit, non, je ne vous achète pas. Vous pouvez partir quand vous voulez. Mais si vous restez, le majordome ne vous supportera pas. Le majordome leur dit de le remercier, puis emmène les enfants. En partant, le héros pense à ses kilos
La terreur règne, et cette pensée lui rappelle quelque chose qu'il désire faire depuis longtemps. Il convoque Aklan dans son bureau. Aklan commence par annoncer que tous les cadeaux de votre anniversaire de bain ont été rassemblés. Hiro dit « Je sais ». Puis il glisse une enveloppe vers elle. Aklan, curieuse, demande « Que est-ce que c'est ?» Hiro explique « Vous êtes renvoyé de mon service. Vous serez chargé de gouverner. Tu peux devenir officier. Autrement dit, maire. » Et Aklan ne comprend pas comment une servante peut devenir mère. Hiro lui dit « Tu es ma servante la plus intelligente. Comment un tel talent peut-il être gâché à mon service ?» Et Aklan commence à refuser. Elle veut servir Hiro. Mais Hiro rétorque « Si tu te révèles une bonne administratrice, on me louera pour mon flair. » Il donne l'ordre, quitte le manoir et travaille pour moi. C'est exactement ce qu'Ekalan avait besoin d'entendre. Peu après, Hiro convoque Ekalan chez l'apothicaire. L'apothicaire apprend que Hiro a protégé le chef du gang. Hiro explique « Ce n'était qu'un hasard. Mon but était de sauver les enfants et d'arrêter les criminels. » Il comprend qu'il a lui-même rapporté l'affaire à l'empereur pour éviter toute représaille et paraître innocent. L'empereur déclare « C'est une honte que de tels criminels corrompus soient encore en liberté. » Puis il demande « Quelle devrait être leur punition ?» Le héros explique. Conformément à la loi, les droits du chef doivent être révoqués et les autres envoyés à l'armée afghane. L'empereur rétorque « Vous avez affronté les criminels ouvertement et vous les avez arrêtés. Si j'avais été là, je me serais infiltré. J'aurais piégé les criminels et je les aurais pris la main dans le sac. » Le Premier ministre dit en plaisantant « C'est impérial. Cela aurait été un crime contre l'armée. Les criminels auraient été exécutés. » L'assistance rit. Mais le héros vérifie les faits. Si Aper est infiltré et que le criminel ne sait pas qui il frappe, il s'agit d'une simple agression. L'impérialisme n'est pas un crime contre Kamali. Un silence de mort s'abat sur la cour. Le héros pense avoir exagéré la correction hypothétique du Premier ministre. Il est sur le point d'exiger réparation. Soudain, Aper éclate de rire et lance au Premier ministre « Vous avez perdu. J'ai gagné le pari. » Le héros est furieux. Aper explique « J'ai parié avec le Premier ministre, je lui ai demandé de repérer mes erreurs d'interprétation de la loi Nova. » Héros se demande « À quoi bon ce test ?» Kamal répond aussitôt. Aper le nomme nouveau commissaire de la justice. Toute la cour explose de joie. On dit que Hiro est le deuxième capitaine à accéder à ce poste après Henri. Hiro ne sait comment réagir. Aper et le premier commissaire échangent des sourires satisfaits, ce qui ne fait qu'accroître la confusion de Hiro. Ce soir-là, il va chez Ali pour chanter et se détendre. Mais Kamal est toujours obsédé par les paroles de Kota. Il sent qu'il y a une raison plus profonde derrière la création du commissaire de la justice par Aper. Puis, il pense, inutile de réécrire l'histoire maintenant. Contentons-nous d'en profiter. À ce moment précis, Aper reçoit un rapport du premier commissaire en fonction. Il dit « Occupe-toi de ça. J'ai des choses plus importantes à faire. » Le lendemain, Hiro se rend au commissaire de la justice. Voici son nouveau bureau. Shali ouvre la porte du bureau. Tous les employés l'attendent avec impatience. À son arrivée, le vice-commandant Vakani l'accueille. Le héros se dit qu'il est devenu vice-commandant si jeune. Il doit être talentueux et travailleur. Le héros demande « Quel est le rôle d'un commissaire de justice ?» Vakani explique « Il y a deux fonctions principales. La première est de coordonner tous les tribunaux et la police. La seconde est de traiter directement les crimes graves, comme la rébellion qui a eu lieu sur votre territoire il y a 6 ans. » Le héros demande « Était-ce vous aussi juge dans certaines affaires ?» Vakani répond « Oui. » La question suivante du héros est adressée à Vakani « Combien d'argent recevez-vous en pots de vin chaque année ?» Vakani se met à transpirer. Il refuse de répondre. Le héros dit « Détendez-vous, je ne veux pas de promesses. Je veux juste savoir combien vous gagnez. Je vous promets que grâce aux pots de vin,
j'oublierai tout dès que je quitterai la pièce. Wakani le croit et lui dit, je ne suis pas aussi corrompu que les autres cadres. Je touche rarement plus de 1000 $ par an en pots de vin. Ceux qui sont en dessous de moi en prennent 10 fois plus, mais je me suis fixé une règle, je ne prends pas de pots de vin dans l'affaire Madar, car elle est facilement divulguée, et si celui qui la divulgue est une personne violente, je pourrais moi-même en être victime. Je n'accepte de pots de vin que dans l'affaire douteuse, qui peut être détournée. Le héros rédige aussitôt une nouvelle fiche de paie. Salaire annuel, 5000 $, soit 10 fois plus que les pots de vin. Wakani est stupéfait. Le héros déclare, en échange, tu ne prendras plus jamais de pots de vin tant que tu travailleras ici. Vini comprend pourquoi Aper a nommé un garçon de 12 ans maître de la justice. Il refuse la proposition de Pérez et dit, j'arrêterai de prendre des pots de vin, même sans sanction. Désormais, je travaillerai pour le héros avec une loyauté sans faille. Le héros a quelques doutes, mais cette augmentation. Il accepte Wakani comme son fidèle sous-domaine. Le soir même, Or organise une grande fête dans son jardin pour féliciter Héros de sa nomination comme communster. Héros le remercie. Or dit, je suis très heureux qu'en 50 ans de règne de papa, tu sois le deuxième prince, après Henri, à devenir communster. Héros demande, Y a-t-il une raison particulière pour laquelle papa m'a nommé communster de la justice? Or répond nonchalamment, Aper t'aime beaucoup. Héros ne peut le nier. Henri a accompli de nombreux exploits sur le champ de bataille. C'est pourquoi il est devenu communster de la justice. Je n'ai encore rien fait de tel, puis Héros demande, te souviens-tu de cette vieille histoire où notre empire a failli être détruit par des troubles internes? Ou se souvient que le prince héritier était désigné par la naissance? Les autres princes ne faisaient même pas l'effort de prétendre à ce titre. Ils menaient une vie de luxe, gaspillaient leur argent et organisaient des bals. Alors Aper a changé le système. Il a donné du territoire à tous les princes. Il leur a offert une bonne éducation afin qu'ils puissent devenir de puissants souverains. Ou demande pourquoi cela se produit soudainement. Héros dit. Peut-être qu'Aper a un autre plan en tête, faire de moi un maître. Ou est choqué et réalise, te doutais-tu que papa veut que tu deviennes prince héritier? Il se lève brusquement. Toute la fête s'arrête. Juste à ce moment, le majordome arrivé apporte un message. Après avoir lu le message, le visage d'Aper pâlit. Il dit à Héros, ton intuition était tout à fait juste. Demain, l'empereur te nommera également ministre des Finances. Peut-être fait-il cela pour faire pression sur Albert. Ailleurs. Dans la ville, les gardes royaux font une descente dans un bâtiment. Un ministre et ses associés sont arrêtés. Ils complotaient contre l'empereur. Le Premier ministre s'adresse à l'empereur. Le ministre avoue avoir voulu obtenir la démission de l'empereur et placer le prince héritier Albert sur le trône. L'empereur comprend qu'Albert est prince héritier depuis 30 ans. Il doit sentir que le moment est venu de monter sur le trône. Mais il n'existe aucune preuve solide contre Albert. L'empereur demande, que savait l'ordre? Le Premier ministre répond, oui, l'ordre avait déjà une idée. L'empereur est choqué d'apprendre cela. Mais dès qu'il apprend que Noah était avec lui, il attribue immédiatement le mérite à Héros. Il dit, mon plus jeune fils est le plus intelligent. Gilberta et Alberta ne sont pas aptes à diriger le pays. Mon espoir repose sur Henri, Or et Noah. Celui qui surmontera ces épreuves montera sur le trône. Je serai heureux. Le lendemain, Hiro reçoit un rapport sur un complot. Il sera le juge de cette affaire. Wakani demande, que devons-nous faire? Hiro hésite car tout semble accuser Alberta, mais il n'y a aucune preuve sociale. La cour impériale prévoit une peine légère pour le coupable. Mais si l'on tente de renverser l'empereur, il la réduira en miettes. Exécuter le prince héritier serait considéré comme un acte de piraterie. Hiro sait que l'empereur ne veut pas que le nom d'Albert soit mentionné. Si un interrogatoire plus poussé a lieu, quelqu'un pourrait parler. Fort de ces considérations, Hiro donne son avis et va directement voir l'empereur.
Il déclare que tous les conspirateurs doivent être exécutés immédiatement. L'empereur est ravi. Hiro sait que l'exécution annuelle est normalement reportée, mais grâce au pouvoir du grand juge, il peut l'accélérer afin que le nom d'Albert ne soit pas cité. L'empereur est aux anges. Il ordonne à son serviteur d'ajouter 1000 $ au salaire de Hiro. Il se félicite. Il revient et dit « Continuez votre excellent travail ». Hiro est encore plus convaincu que tout se déroule pour le bien d'Albert. Dès que le juge en chef revient, Shally accourt. C'est une urgence. Les chevaliers sont grièvement blessés. L'un d'eux est mort. Les autres chevaliers informent Hiro que les intrus sont toujours à l'intérieur. Hiro ordonne à Shally d'appeler en riant. Renfort. Soudain, il réalise que le moment choisi pour l'attaque est très grave. Il change de plan. Il ordonne à Shally d'appeler tous les alliés. Barricader le dragueur de mine. Personne ne pourra entrer ni sortir, sauf moi. Hiro sort le Cliafan et pénètre à l'intérieur. À l'intérieur, il découvre d'autres soldats morts et des officiers terrifiés. Hiro ordonne à tous de rester où ils sont. Il aperçoit alors un intrus qui piétine un officier. Hiro se jette sur lui et le met immédiatement à terre. L'assaillant tente de boire le poison, mais Hiro l'en empêche avec son bouclier annulaire. À ce moment précis, 3 autres intrus arrivent. Hiro les élimine tous en un clin d'œil grâce à son incroyable maîtrise de l'épée. Il les empêche de Vinnie, qui boit le poison, accourt. Elle est surprise que Hiro les ait tous vaincus à lui seul. Hiro demande des nouvelles des victimes. Vinnie lui répond. Les rebelles sont morts. Hiro comprend immédiatement qu'il s'agit des assassins d'Albert. Ils étaient venus pour éliminer Lucent. Il tranche lui-même avec un claviatan. Vinnie est sous le choc. Hiro dit, ce sont des assassins. Qui ont fait ça? Quelle est la punition pour avoir grièvement blessé le capitaine? Vinnie répond, l'exécution immédiate. Hiro ordonne, faites-le. Pendant qu'on le soigne, Vinnie lui annonce, l'exécution a eu lieu. Hiro est soulagé que les assassins n'aient pas été arrêtés, sinon le nom d'Albert aurait été révélé. Crown maudit le capitaine, quel imbécile. Le lendemain, l'empereur appelle. Il demande, comment allez-vous? Hiro répond. Mieux maintenant, oui. L'empereur demande, ces assassins étaient-ils assez compétents pour vous blesser? Hiro sait que les services de renseignement de l'empereur ont dû tout lui révéler. Puis, avec diplomatie, il dit, l'état d'esprit compte plus que la compétence. Seul le roi peut comprendre cela, car nous sommes sur la même voie. Aper dit, j'ai beaucoup de respect pour vous. Je souhaite que tous mes fils soient comme vous. Puis, il emmène Hiro se promener. Aper explique que 9 des 10 grands empereurs sont morts lors de la bataille du Nil. Hiro comprend qu'il se prend pour un grand souverain. Si le plan d'Albert avait réussi, Aper aurait été considéré comme un vieillard sénile incapable de contrôler ses fils. Aper n'a pas pu publier Albert car même renoncer au prince héritier aurait ruiné sa réputation. Soudain, Hiro a une idée. Il demande à Aper un bourreau. Vous avez fait d'Henri, d'ordre et de moi des bâtards, dit-il. C'est inédit dans l'histoire de la compagnie. Certains pourraient y trouver à redire. Alors, nommez un superviseur pour contrôler notre travail. Je peux confier cette responsabilité à mon premier ministre de confiance, pense Aper. Mais Noah a un autre plan. Il suggère à Aper de nommer Alberto Premier ministre. Capitaine, car il est au-dessus des 3 dans la hiérarchie et peut les superviser et les coordonner. Furieux de cette suggestion, Aper ordonne aussitôt à Noah de rentrer chez lui et de se reposer jusqu'à ce que ses blessures soient complètement guéries. Il se met en marche. Mais Nova lui rappelle alors que même un imbécile comprendrait qu'Alberta est coincée comme prince héritier depuis 30 ans et qu'elle commence à s'impatienter. Il lui faut juste un petit quelque chose en plus pour être satisfait. Nova conseille à Aper de faire d'Alberta un mandataire, mais de toujours tenir Aper à l'écart des décisions finales. Aper pense que cela donnera à Alberta plus de pouvoir que n'importe quel autre
ministre, et qu'il pourra empêcher les documents importants de lui parvenir. Noah a aussi une solution à ce problème. Il explique que si les 3 ministresses princes estiment qu'Alberta a commis une erreur en rejetant une question importante, ils peuvent faire appel directement à Aper. De cette façon, Alberta n'aura aucun pouvoir réel, mais le titre lui donnera une grande importance. Aper est vraiment impressionné par cette idée géniale. Il remercie Noah et dit qu'il mettra ce système en œuvre rapidement. Puis il lui ébouriffe les cheveux et dit « J'aurais aimé que tu sois né un peu plus tôt ». Noah comprend aussi que son père est un homme très sage qui comprend vite ce qui est le mieux pour le peuple. Et plus leur train durera longtemps, plus les citoyens seront heureux. Aper déclare alors que Noah mérite une récompense pour cette idée, mais il n'y a pas d'argent disponible. Il ordonne à son assistant de se rendre dans la salle du trésor, rempli d'objets inestimables de l'histoire de l'Empire. Aper se souvient que Noah avait déjà choisi un grade de bouclier dans le trésor. Il lui demande donc, une fois de plus, de choisir un objet. Noah utilise aussitôt le claviant comme un radar et repère quelque chose de précieux, une petite boîte. Aper est surpris qu'il ait choisi la même boîte. Dès que Noah l'ouvre, une tornade de fils d'Axing l'encercle complètement. La vidéo s'arrête là. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à